Merci beaucoup de m'accueillir. J'ai mis ma télécommande quelque part, elle est là, tout est bon. Voilà. On a fait passer une URL hier sur Twitter et ailleurs pour me poser des questions. Si vous avez envie de me poser des questions sur ce que je vais dire, je vais réserver une petite partie à la fin. Il y a déjà une dizaine de questions sur le Slido, donc si vous voulez y aller, rajoutez-en. J'ai essayé d'ajuster la présentation pour répondre. Donc normalement, je vais déjà essayer de répondre à certaines des questions. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Ah, c'est la fête aujourd'hui. Si, ça marche, ouais. La mission de Doctolib, donc clairement, c'est une mission pour les docteurs, pour les patients, mais aussi, il faut voir que depuis le début de Doctolib, les deux cofondateurs techniques ont toujours essayé de vraiment casser un peu les idées reçues sur la technique. La technique qui est toujours plus c'est compliqué, mieux c'est, plus on prévoit tout à l'avance, mieux c'est. Non, eux, ils ont toujours dit, écoutez, on va essayer d'avancer petit à petit, de taper des murs, et à chaque fois qu'on a un mur, on va essayer de l'abattre, de le contourner, d'améliorer un petit peu la solution. Et vraiment, cette simplicité, ce pragmatisme au cœur du produit, il a toujours existé chez Doctolib, et il existe toujours. Et en général, on le résume avec le terme boring architecture. On appelle ça boring architecture parce qu'on avait toujours, alors moi j'étais pas là à l'époque, mais il y avait toujours des informaticiens pour dire non, mais attendez, on va faire ci, on va faire ça, et ça va scaler, ça va être génial. Et les fondateurs disaient non, mais nous on va faire un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus boring, et vous allez voir, ça va marcher. Ah, mais vous allez vous taper un mur. Non, vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de simple, de qualité, on va à chaque fois penser au build et au run, combien ça coûte à construire, mais combien ça coûte à opérer. On va essayer de garder tout ça dans un monolithe, surtout pas les microservices. Vous allez voir, c'est boring, mais ça va fonctionner. Et effectivement, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Si on regarde en 2019, on était à peu près une cinquantaine de développeurs. Et puis, on avait une architecture qui était assez simple. Je vous la mets pas en détail parce que je vais revenir dessus dans 2 slides. Mais c'était assez simple. On avait quelque chose qui avait été construit itérativement pour répondre aux besoins. Et puis, on savait que la croissance de Doctolib, elle était énorme, mais ça collait bien. Et puis il se trouve que la croissance, elle n'arrête pas de croître. La croissance de la croissance, on avait ça chez nous. Chaque année, on fait x2, x3 sur l'année d'avant. On avait 60 millions de rendez-vous pris sur la plateforme en 2021 et par rapport à 238 sur toute l'année 2019. Donc vous voyez quand même qu'il y a un changement d'échelle. Et puis Doctolib, vous connaissez tous le site pour prendre des rendez-vous, mais en fait, vous ne voyez pas que derrière... les médecins, ils ont un site beaucoup plus riche en fonctionnalités. Et puis, pour gérer leur patientèle, pour gérer les rendez-vous, on peut gérer, c'est utilisé par des hôpitaux, c'est utilisé par des centres gigantesques. Donc vous, quand vous prenez le rendez-vous, vous êtes vraiment un tout petit bout de fonctionnalité dans le produit. J'ai regardé un petit peu le mois dernier sur notre repo principal. Voilà, on était sur un mois, on avait 288 personnes qui avaient soumis du code. Alors, parmi elles, il y a quelques robots, mais en fait, souvent, c'est les gens qui demandent aux robots de merger pour elles, donc c'est pas du fake, hein, c'est du vrai. Et puis, on avait 2400 pull requests mergés sur le mois. D'accord, 2000 par mois, ça fait quand même, ça commence à faire un petit rythme. Alors effectivement, c'est pas 22 000 développeurs comme chez Salesforce, mais c'est déjà une certaine échelle, et puis c'est une échelle qui a évolué avec le temps. Hein, et c'est déjà assez sympa de se dire qu'on va devoir gérer entre 50 et 100 pull requests mergés par jour, tous les jours de l'année. Ça, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer comment on a évolué pour en arriver là. Et la question que vous pouvez me poser, c'est effectivement, est-ce que c'est toujours boring, l'architecture chez Doctolib? Oui, ça fait x2, x2 en utilisateur, x2 en fonctionnalité, x2 en produit, x2 ou x3 en développeur. Est-ce que c'est toujours aussi boring? Eh bien, écoutez, pour l'instant, on y arrive pas mal. C'est pas toujours boring. Comme par exemple la campagne de vaccination pendant laquelle moi je suis arrivé, c'était loin d'être boring. C'était des vrais challenges techniques, mais tout ce côté pragmatique nous a aidés. Nous a aidés parce que chez Doctolib, il y a un truc qu'on adore, je dis toujours, c'est le chiffre 1. C'est on va essayer de tout faire en un seul exemplaire. On va tout déployer en une fois. On va gérer les différents pays qu'on adresse depuis un data center avec un seul déploiement. On a un seul site qui est déployé aussi sur les applis mobiles avec une vue web, mais on essaie de ne pas développer les fonctionnalités en double ou en triple. On a un seul repository pour 90% du produit.
On a une seule plateforme d'intégration où on lance tous les tests à chaque pull request. On a un seul truc à scaler, à monitorer, à regarder, à comprendre, à diagnostiquer. Et ça, en fait, c'est vraiment très pratique, mais c'est un effort de tous les jours. Il faut comprendre que tous les informaticiens vont vous dire « Ah oui, mais là, tu vois, franchement, j'aimerais bien créer mon propre repo pour être tranquille sur ce que je suis en train de faire. Ah oui, mais moi, j'aimerais bien utiliser une technologie vraiment différente. » Alors, elle ne se monitore pas pareil, mais tu vas voir, c'est très, très utile. Et donc, nous, tous les jours, on essaye de faire comprendre aux gens que ce côté unique, il a vraiment de la valeur dans le temps. Il a de la valeur pour aider les gens plus que pour les freiner. Donc ce chiffre 1, pour nous, c'est vraiment un truc super important. Voilà l'architecture. Alors, c'est pas fou, hein, c'est un monolith Rails qui tourne dans Kubernetes avec une base de données Postgres. Elle est un peu grosse, on en parlera tout à l'heure, mais il n'y en a qu'une. Toute la partie web, en fait, toutes les fonctionnalités sont écrites une fois, elles sont utilisées à la fois sur une appli Electron, à la fois dans le navigateur, à la fois dans vos applis mobiles. C'est une architecture vraiment simple, vous dites, bah ça, je pourrais gérer un petit site avec ça, tranquille. Alors effectivement, comme on déploie en Kubernetes, parfois, il y a plusieurs milliers de pods qui démarrent pour servir le monolith Rails. Donc plusieurs milliers, ça commence à être un petit volume. Mais en fait, si vous regardez cette architecture, elle ressemble un petit peu à celle qu'on avait en 2019, qui elle-même ressemble un petit peu à celle qu'on avait en 2017, c'est les petites touches qui permettent d'évoluer. Et tous ceux qui nous disaient « Non, mais il faut du microservice, il faut du Kafka, du event-driven, il faut des databases NoSQL adaptés à chaque fonctionnalité, à chaque microservice. » À chaque fois, on a dit « Ça a plein d'avantages et ça a plein d'inconvénients, et on oublie toujours les inconvénients. » Malgré tout, on a évolué. Par exemple, pendant le Covid, on a multiplié par 3 le nombre de mises en production. On était à une mise en production par jour, ce qui était déjà pas mal, qui répondait à des besoins et qui était déjà... c'est déjà pas mal par rapport à plein de sociétés qui font vraiment des releases beaucoup plus lentement. Nous, on était à une release par jour. Et pour le Covid, pour pouvoir répondre aux besoins qui évoluaient en permanence, on est passé à 3 par jour. 3 par jour, mais et puis ce qu'on a eu aussi à faire, c'est qu'on est passé à un produit qui était monolangue, à un produit qui était en 3 langues, France, Allemagne, Italie. Donc on a aussi multiplié par 3 la complexité de ce côté-là, mais toujours déployé en une seule fois. On a plus de produits, je ne sais pas si on a 3 fois plus de produits, sans doute qu'on a 3 fois plus de produits même qu'il y a 2 ans. Tout ça, c'est toujours dans le même monolithe. Et puis... on a rodé des choses autour de cette application. On a rodé, par exemple, le système de crise. Pendant la vaccination, vous pouvez vous imaginer que le système de crise était un peu au cœur de nos préoccupations. On avait besoin de changer l'application très souvent, de réagir très souvent au fait que malgré tout, on avait mis des bugs. Mais tout ça, on a amélioré sans jamais vraiment casser, sans remettre en cause notre architecture qui marchait bien, qui fonctionnait bien. Un truc qu'on regarde souvent, j'en parlais avec un collègue, c'est les nouveaux arrivants, ils arrivent à participer plutôt vite à ce monolithe, plutôt vite à mettre du code en prod pour la première fois, et ça c'est plutôt satisfaisant. On a tous vécu des sociétés où même si la code base elle est simple, on galère à mettre en prod notre première fonctionnalité. Là, vous avez 3 chances par jour de mettre en prod, c'est plutôt pas mal. Un truc aussi qu'on me demande souvent dans les questions, c'est « Ok, alors vous avez un monolithe, là, vous avez une base de données, elle doit commencer à être vraiment grosse. Moi, je serais vous, je mettrais du NoSQL, je serais vous, je mettrais du MongoDB, je serais vous, je couperais tout ça en morceaux. » Et pour l'instant, on a réussi à pas le faire. Alors, en toute transparence, on commence à arriver aux limites un peu du système, je vais vous dire pourquoi. Mais bon, si vous voulez avoir des chiffres... Notre base de données, c'est une base de données de 25 Tera, donc il existe des bases de données 10 fois, 100 fois plus grosses, mais c'est une base de données transactionnelle, il n'y a pas de big data dessus, il n'y a pas d'analytics, il n'y a pas de BI, ça c'est vraiment la partie du web transactionnel, c'est déjà une jolie base. Si elle est hébergée sur Amazon, Aurora, qui est leur base de données Postgres managée, ils nous disent qu'ils n'en ont pas beaucoup des clients qui font ça quand même. Et puis, comment on a tenu 7 ans avec ce mode-là, monobase, qu'à chaque fois, on arrive à faire rentrer plus de fonctionnalités, plus de produits dans une seule base. Eh bien, on a par exemple des tests de charge qu'on fait tous les mois.
Et ça, c'est vraiment intéressant, ces tests de charge. Ces tests de charge, ils nous permettent de regarder un petit peu comment toute l'architecture va se comporter si on envoie le double de trafic. Donc on envoie le double de trafic sur notre architecture, c'est un clone de la production, on fait un clone, ça coûte cher, mais c'est pas grave, et on envoie le double de trafic et on regarde qu'est-ce qui casse. Et ça, c'est notre façon à nous de dire, ok, tu peux te projeter tant que tu veux, tu peux chercher la meilleure architecture, nous on va juste la tester. S'il y a x2, ça tient, on sait qu'on a à peu près 6 mois tranquille. Et donc 6 mois, ça nous laisse le temps, éventuellement, de changer un peu des choses dans l'architecture, un peu ou beaucoup. Et ça a bien tenu jusqu'à la vaccination. Je dois dire que la vaccination, ça nous a un petit peu changé nos habitudes, parce qu'on se retrouvait à avoir des centres de vaccination gigantesques. Hein. Donc en termes de complexité algorithmique, c'était vraiment pas un cas facile à gérer. Ça n'avait pas été non plus programmé très bien, c'était pas idéal pour gérer la vaccination, mais on n'avait pas le choix, il fallait utiliser les fonctionnalités comme elles étaient codées, on les a améliorées pendant la vaccination, mais on a fait comme on a pu, et la base, derrière, elle était sollicitée énormément. Donc c'est bien de vous projeter en x2 dans 6 mois, mais quand en une journée vous faites x5, voilà, ça met à mal tout votre système qui a vraiment bien fonctionné pendant 7 ans. Et ça d'ailleurs, c'est un des éléments qui est super intéressant, c'est que vous pouvez avoir tout le pragmatisme que vous voulez, hein. De toute façon, à un moment donné, ça va péter ce pragmatisme. À un moment donné, il y a quelque chose qui va vous prouver que vous avez eu tort une fois. Et là, vous savez qu'en interne, en externe, les prestataires, tout le monde va vous dire « Mais voilà, on vous l'avait dit. On vous l'avait dit, il ne fallait vraiment pas architecturer votre application comme ça. C'est pas possible, ça ne marche pas. » Et donc nous, ce qu'on a fait plutôt, c'est qu'on a essayé de mettre plus dans moins. Donc on a essayé de faire entrer le trafic de la vaccination avec le même type de software, le même type d'hardware. On a optimisé des choses, on a eu des boucles de feedback. En relisant 3 fois par jour, on réalisait des améliorations 3 fois par jour. Et puis c'est bien passé. Après, on a appris quand même quelque chose. On a appris que, ok, se projeter 6 mois en avance, c'était chouette, mais parfois, en 6 mois, le problème est devenu trop dur à craquer pour qu'on puisse changer de direction. Ça, c'est un truc important aussi, c'est que nous, on aime bien prendre des décisions au dernier moment, le plus tard possible. Si on le fait trop tôt, on prend les mauvaises décisions. Si on le fait trop tard, ça peut être compliqué, donc on essaie de se projeter, hein, mais parfois 6 mois, c'est pas suffisant. Voilà, pour la vaccination, on s'est rendu compte que si on avait dû mettre notre base de données ailleurs que sur Aurora, on a regardé autour de nous, il y a quoi sur le marché qui peut faire tourner ça? Rien. Donc en fait, on avait toutes les portes ouvertes, fermées autour de nous. Donc bon, ça c'est un truc qu'on n'aime pas trop. On n'aime pas trop avoir 0 option, hein. Mais si un jour on doit faire quelque chose. Donc on ne va pas forcément passer le pas de la porte, mais on veut qu'elle soit ouverte, cette porte. Donc là, on est en train de travailler pour avoir non plus une seule base, mais 2 bases chez nous. Vous imaginez pas la révolution. Quand on aime le chiffre 1, le chiffre 2, c'est la même chose que l'infini, quoi. On sait qu'on va avoir 2 bases, la semaine prochaine, il y en a 12. On l'a vécu sur un autre point dont je vais vous parler tout à l'heure, sur la CI. On sait que ça se passe comme ça. Mais bon, on veut avoir des portes ouvertes, et là, on est un peu dans un cul-de-sac, dans un optimum local. On m'a posé des questions sur le Slido, comment on est organisé. On n'a rien d'extraordinaire, en fait. On a scalé l'organisation des équipes, on a des domaines, chaque domaine est organisé en grandes streams et avec des feature teams qui sont à peu près 5 à 7 personnes, des pizza teams. Franchement, il n'y a rien d'incroyable, ça fonctionne bien. Ce qui est sympa, c'est comme on a un monolithe, il y a assez peu de coordination entre les équipes. Ça, c'est un truc assez magique, c'est que finalement, si je dois aller changer quelque chose du côté consommateur de mon service, je peux autant y aller dans la même pull request, dans le même changement, je change l'API et le consommateur, et hop, c'est réglé. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'une équipe mette dans sa roadmap qu'elle doit utiliser ma nouvelle API, qui va arriver dans un mois, mais qu'eux, ils ont des trucs urgents à faire. Ça existe assez peu. Ça commence à exister avec la croissance, bien sûr. On ne fait que ralentir tout ça. Mais cette coordination forte, elle existe assez peu, et ça, c'est assez agréable. Il y a plein de gens dans la boîte qui sont capables d'aller modifier n'importe quoi dans la code base, front, back, de faire des refactoring sur tout le repository, toute l'appli. Ça, c'est vraiment une puissance de notre monolithe.
Mais en termes d'organisation d'équipe, je dirais pas que c'est incroyable. Alors ceux qui ont mis ça en place me diraient non, non, mais en fait, tous les détails sont importants. Bon, en vrai, si vous lisez Teams of Teams ou des choses comme ça, bon, bah c'est ça, quoi. Alors après, bon, voilà, je vous ai dépeint une image vraiment positive, tout va bien, c'est génial, les petits lapins roses partout. C'est pas ça le quotidien, hein. C'est vrai que un des soucis de cette approche pragmatique, c'est que vous passez votre temps à lutter contre l'entropie ou à lutter contre l'envie générale de tout casser juste pour le plaisir de tout casser, hein. Et ça m'a fait penser un petit peu à ça, qui se rappelle de cette vieille image bien moche d'extreme programming. Ça m'a fait penser un peu à ça, où on disait « Ouais, mais moi je vais te vendre un truc super, toutes les pratiques vont se renforcer mutuellement, et si tu les fais toutes bien, et ben, tu vas voir, ta vie va changer, et tu vas faire du soft de meilleure qualité. » Et quand tu le faisais, tu te rendais compte que c'était vraiment le cas. En revanche, tu te rendais compte aussi que chacune de ces pratiques, si tu avais du mal à en faire une des 12, bah, en fait, tout à coup, c'était moins sympa. Et puis, tous les jours, tu te retrouves à devoir convaincre ton voisin que ouais, chacune de ces pratiques, elle est vraiment intéressante et que si tu les fais pas, bah, tu fais pas vraiment le truc à fond. Et donc, on se retrouve un petit peu dans cette même conversation sur notre monolithe, à devoir réexpliquer à des personnes à qui on l'a déjà expliqué, qui nous disent « Mais t'es vraiment sûr? Tu m'avais convaincu la dernière fois, mais là, j'en suis plus très sûr. » Et on a plein de gens qui arrivent avec plein d'arguments pour des solutions différentes. Et à chaque fois, nous, on leur dit, alors, ok, bah, alors, fais-moi la liste des arguments contre ta nouvelle solution. Et puis, on va ensuite poser le pour et le contre. Ah ouais, j'avais pas vu qu'en fait, j'avais 5 fois plus de raisons contre. Mais il y en avait une pour qui m'intéressait quand même bien. Donc, on a un petit peu ce même mode-là. Et puis, à chaque fois, on est obligé de dire, bah oui, il n'y a pas de solution miracle. C'est vrai qu'on est pragmatique. C'est un effort de tous les jours. Un autre truc aussi où ça ressemble, je trouve, à XP, ce côté comme ça, un petit peu jusqu'au boutiste, c'est que ça introduit aussi parfois de la fatigue. Vous savez, vous faites votre daily stand-up, les premières semaines, vous dites « Oh là là, c'est super le daily stand-up », et puis au bout de 5 ans, 10 ans de daily stand-up, vous dites « J'en peux plus de faire ce truc tous les matins », parce que vous oubliez tous les points positifs que ça vous a amené, et vous voyez plus que la routine. Bon, on a un peu ce problème-là aussi avec le monolithe, c'est que ça amène une certaine routine. À la technologie Ruby, Rails, ouais, ça change de version régulièrement, mais c'est la même techno qu'il y a 7 ans, quoi. Elle n'a pas bougé. Et il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais moi je voudrais un truc un peu plus flashy, un peu plus nouveau », et vous leur dites « Bah non, non, le Gouldo de Ruby, ça fonctionne bien. Pourquoi on irait le changer ?» Donc il y a ce côté routine aussi qui est un peu compliqué. Et puis il y a des changements aussi qui sont dus à la montée à l'échelle quand même. On essaye de faire bouger les choses, et à chaque fois en pensant comme ça pragmatique. Donc on avait un monolithe, Ruby, c'est très très fort Ruby pour... alors on va se faire ce truc-là, qui va consommer ce truc-là, et puis il va envoyer des messages à lui, et puis en fait très très vite on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire vraiment la big ball of mud, où tout dépend de tout le monde, on a des objets qui sont centraux, on ne les avait pas vus venir. Et puis les développeurs se plaignent que globalement, quand ils font un changement, il faut qu'ils chargent dans leur tête beaucoup de complexité, hein. Et donc ça, on essaye maintenant de lutter contre ça dans notre repo. On a introduit ce qu'on appelle le modular monolithe. Donc l'idée, c'est qu'on s'est posé avec des devs, on s'est dit, bah, ça serait quoi le truc qui serait fidèle à notre pragmatisme, mais qui quand même nous protège un petit peu de tous ces soucis. Donc on est en train d'extraire des composants de notre monolithe dans ce qu'on appelle des engines Rails. Donc en fait, c'est des composants, hein. Donc l'application va être composée d'une liste d'engines, et donc on est en train de les sortir. Et en fait, ça c'est pas mal, parce qu'il n'y a pas de barrière très très haute entre deux composants, c'est dans le même repo, les mêmes langages, les mêmes technos, les mêmes développeurs. En gros, c'est un répertoire, quoi. Alors au début, ça commence comme un répertoire. Ici, c'est mon moteur de recherche de dispo. Et puis ensuite, on commence à faire émerger une API pour que quand on m'appelle, on ne va pas taper directement dans mon modèle, mais on peut mettre une API si c'est nécessaire. Si ça n'est pas, bah, on ne le fait pas. Et donc c'est une sorte de frontière un peu soft qui globalement aide bien les gens. Alors après, si vous regardez sur le terrain, je sais pas, il y a peut-être 80% des gens qui disent « Ah ouais, c'est vachement mieux qu'avant », et puis il y a 20% qui disent « Non, non, mais c'est plus compliqué ». Et moi, j'aimais bien quand c'était ultra simple et que j'avais nos contraintes, hein. Voilà, on est obligé de gérer aussi ça. Tu disais tout à l'heure le craft dans 22 000 personnes, c'est lent. Bah, déjà, avec 200, c'est lent.
En plus, bah, notre système, moi je vous ai montré tout le côté simple et facile, mais je vous ai dit, en fait, il y a beaucoup plus de produits derrière. Bah, ça se traduit dans ça, quoi. On a une sorte de tech radar où on liste toutes les technos qu'on peut utiliser ou qu'on souhaite ne pas utiliser ou qu'on a en cours de test. Bah, vous serez étonné de voir qu'il y a du Java, il y a du Go, il y a plein de trucs là. Bah oui, parce que derrière notre monolithe Ruby, il y a des interconnexions avec des systèmes externes, il y a des choses qui peuvent être faites que si vous utilisez tel framework open source qui est écrit en Java et qui a 10 ans d'expérience derrière, et que vous pouvez toujours le réécrire en Ruby, mais vous allez occuper 10 personnes pendant 2 ans pour rien. Et donc, boum, vous avez un bout de Java qui est là dans votre monolithe, dans votre monorepo. Vous voyez un répertoire ici, là. Ah, ici, il y a du Gradle. Tout le reste, c'est du Ruby. Vous dites, tiens, c'est bizarre. Bah, on est un peu dans ce mode-là où on est en train de grossir comme ça et on fait avec. Donc, notre monorepo commence à devenir un vrai monorepo où on mélange des technos, où on mélange des chaînes d'outils qui sont vraiment hétérogènes. Et puis, bah, la boîte, elle a grossi. Donc, avant, vous étiez assis à côté du dev, qui était assis à côté de la prod, qui était assis à côté du support client, qui était assis à côté des sales. Et puis maintenant, bah, il y a des experts. Comme dans toutes les boîtes, ça grossit, donc on s'organise en expertise. Donc il y a la sécu, il y a le sales marketing. Là, c'est marrant, on avait fait avec un collègue, on avait récolté des diagrammes qui en gros représentent la même chose. Ça représente notre système d'information. Donc ça, c'est vu par les développeurs, hein. Ça, c'est vu par mon équipe plutôt architecture, ça, c'est vu par les data scientists, ça, c'est plutôt sales et marketing, ça, c'est la sécu, mais en fait, tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose, mais on a chacun notre vue, hein, chacun nos lunettes. Hop, ça met un filtre différent. Bah, faut faire avec ça. Parfois, on n'arrive pas forcément à se comprendre, alors qu'en fait, on fait la même chose. Un truc aussi qui est assez intéressant, c'est notre CI, hein, l'intégration continue. Donc, je pense que vous, là, tous dans l'audience, vous êtes conscients que l'intégration continue, c'est important, et avoir un feedback automatisé sur vos tests, ça, c'est super important. Et nous, chez Doctolib, effectivement, on a beaucoup de tests automatisés. Alors, on a une façon assez unique de le faire. On a beaucoup de tests end-to-end. Il y a des gens qui font ouais, vous êtes un peu bizarre. Ouais, on est un peu bizarre parce que on favorise beaucoup les tests de bout en bout qui, en fait, testent exactement ce que l'utilisateur va voir. Donc, les tests de service moqués, c'est bien, mais les tests d'IHM de bout en bout qui vont de l'IHM jusqu'à la base de données, c'est une valeur aussi parce que c'est ce que les utilisateurs vont vraiment utiliser. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est que si vous refactorez votre code en dessous, hein, votre test de bout en bout, il va toujours fonctionner. Vous n'êtes pas là à réécrire aussi vos tests tous les jours. Hein. Donc ça, on aime bien ça. Par contre, c'est des tests qui sont un peu plus fragiles et qui vont parfois vous dire rouge alors que ça fait 2 semaines qu'ils sont verts et que rien n'a changé. Et puis en plus, on lance ces 40 000 tests hein, à chaque git push dans chaque pull request de chaque développeur. Donc, je vous rappelle, 280 développeurs qui travaillent sur 80 pull requests par jour. Chaque fois qu'ils poussent, ça lance 40 000 tests. Donc si vous faites, ah ouais, alors tac, je fais un cycle TDD et à chaque fois je push, bon voilà, vous imaginez que notre infra de CI, elle est un peu mise à mal. Bah, c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière, fin décembre. Je suis arrivé pour aider l'équipe CI pour essayer de remettre les choses d'équerre. Et là, on est parti, comme tout à l'heure, il y a des gens qui nous disent « Ah, mais il faut tout revoir, il faut tout casser, pourquoi vous faites ça maison, pourquoi vous faites ça comme ça, votre truc, il est pragmatique, mais c'est nul, et puis ça ne tiendra jamais, mais là, vous ne voulez pas vous projeter sur 6 mois en avance, vous voulez penser à dans 2 ans, dans 3 ans. » Bon, bref, c'était à peu près les mêmes discours, et on a tenu bon, et on a dit « Non, nous, ce qu'on veut, c'est réaliser que, bah, en fait, peut-être que sur la dernière année, la simplicité, on ne l'avait pas vraiment mise en pratique, quoi. On avait peut-être construit des trucs compliqués sur les trucs compliqués sur les trucs compliqués pour répondre aux besoins de monter à mise à l'échelle. Et puis, si on revenait aux bases, si on revenait à pourquoi on a fait ça comme ça, ce système, pourquoi on lance tous les tests à chaque fois, pourquoi on fait les tests end-to-end, et ben on a fait ça, et puis ça fait 1 mois ou 2 que ça se passe beaucoup mieux, hein. On a vraiment débloqué plein de portes, hein, ou réouvert plein de portes. Hein. On a résolu plein de problèmes et globalement, on a enlevé plein de codes sur la CI qui finalement ne faisait que créer des problèmes plus qu'elle n'en résolvait. C'est toujours un travail qui est toujours en cours, mais on est vraiment dans un mode où on respire. Après, on a fait aussi des petits changements, c'est que maintenant, on ne lance pas toujours tous les tests sur chaque pull request. Donc ça change un petit peu de ça. Maintenant, on a ça parfois, très souvent,
et ça en continue encore et encore. Donc ça veut dire que le feedback, au lieu d'avoir en 27 minutes, ce qui est assez atroce, bah, on l'a en 7 minutes quand on lance tous les tests. Donc en gros, on est capable maintenant de repérer qu'on lance les tests impactés par les changements. On ne va pas lancer 40 000 tests forcément. Donc il y a toujours une petite fenêtre d'erreur qui peut arriver. On peut changer quelque chose, l'algorithme dit non, mais ce test-là, je ne le lance pas, c'est sûr, il ne va pas passer, il ne va pas tomber, il ne va pas failer, bah si, il fail. Bon. Mais donc là, vraiment, c'est intéressant, c'est qu'on est revenu aux bases. On a dit simplicité, simplicité, simplicité. Pourquoi on fait les choses comme ça? Et ça fonctionne très très bien en fait. Mais ça a été un effort incroyable. En interne, même dans l'équipe, les développeurs disaient non, mais en fait, c'est ce qu'on fait exactement depuis un an. Alors vraiment, ce que vous faites, ah non, en fait, vous ne faites pas ça. Vous créez des trucs compliqués, soit des trucs compliqués, soit des trucs compliqués pour résoudre des problèmes. Donc en résumé, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que la pragmatisme de ce monolithe, bah, ça résiste vraiment bien à la croissance. C'est quand même un effort de tous les jours. Hein. Vous devez quand même essayer de prévoir le mur. Et dans votre tête, c'est pas facile de voir la différence entre je prévois le mur pour surtout ne pas bouger ou je prévois le mur pour mettre tout de suite des contre-mesures. Hein. C'est deux choses vraiment différentes. Et pourtant, il y en a une qui fonctionne bien et une autre où vous allez juste créer de la complexité pour rien, quoi. Parfois, c'est trop tard. Notre technique just-in-time, parfois, c'est bien trop tard. La base de données, on a été limite trop tard. Si la vaccination avait encore fait x2, on serait un peu compliqué pour nous. Notre intégration continue, ça a été un peu compliqué. On a eu 3 mois vraiment tendus. Mais quand on revient aux fondamentaux, resimplifier, réutiliser au mieux les ressources à notre disponibilité, réaligner tout le monde, bah, ça marche bien. Et ouais, c'est un effort de tous les jours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais peut-être prendre des questions. Hein. J'ai essayé déjà à répondre à la plupart des questions sur l'appli, mais je vais prendre quand même vos questions. Hop. Il y a eu des nouvelles questions. Peut-être une question dans la salle, hein, déjà. À faire du sport. Bonjour. Bonjour. Sinon, rajoutez-en ici et puis je vais les lire après. Désolé, j'ai pas eu le temps de poser la question. En fait, c'était par rapport au pull request. Est-ce que vous le faites par paire? Et puis, une autre question est très rapide par rapport au microservice. Mais est-ce que le fait, le monolithique pour vous, c'est un seul repo ou le fait d'avoir du front séparé? Il y avait du front web, du front mobile. Est-ce que ça aussi, c'est pas un petit peu du microservice? Alors, deux bonnes questions. Est-ce qu'on fait du pair sur chaque pull request? Ça dépend vraiment des équipes. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui codent beaucoup, qui binomment beaucoup, des gens qui binomment pas du tout. Il y a un peu de tout, on n'impose pas spécialement ça dans les équipes. Est-ce que le fait d'avoir le front séparé du back, c'est pas du microservice? En fait, le front, il n'est pas séparé du back. Notre repo principal, il y a du Rails, du JS pour le React, qui est en train de passer à TypeScript. Tout ça, c'est dans le même repo. Front, mobile, back, application desktop, les intégrations avec les systèmes externes, le synchrone, l'asynchrone, tout ça, c'est le même repo. On a quelques repos autour qui sont vraiment des repos plus outils qui pourraient en fait être dans le monorepo ou ailleurs, ça ne changera pas grand-chose. Et puis on a quelques parties du produit qui ont choisi d'être à l'extérieur du monorepo, on est en train d'essayer de les ramener dans le monorepo, mais ça aussi c'est un effort faut convaincre les gens que c'est un autre équilibre d'avantages et d'inconvénients et qu'on pense que pour la boîte, cet équilibre-là, il est meilleur, hein, même si localement, ça peut être parfois discutable. Donc ouais, on est le front, back, tout ça c'est le même repo. Ça c'est génial, c'est que tu pushes en production 3 fois par jour, tu sais que ça redéploie le back, le front en même temps, en l'espace de 10 minutes. Hein. Donc tu dois juste gérer le fait que si tu changes quelque chose dans le front ou dans le back, tu sais que tu peux avoir 10-20 minutes de décalage de version. Tu as une API qui parle à un back-end qui ne connaît pas encore cette API. Donc ça, il faut le gérer. Mais c'est géré, et puis au bout de 10 minutes, ce problème n'existe plus, ça, il est réglé. Ça, c'est une facilité assez incroyable. Quand vous avez microservices, vous avez cette compatibilité d'API à maintenir sur le long terme, toujours. Il faut voir aussi un truc qui est assez incroyable, c'est qu'on met on met en production 3 fois par jour. Souvent, ça casse. On a beau faire des tests, on a beau tester sur un environnement de staging en manuel aussi, ça casse. Et on a notre premier réflexe qui est marqué dans nos outils de gestion de crise, c'est est-ce que vous avez pensé à faire un rollback? À revenir à la version d'avant?
Et ça, en fait, dans un monde monolithique, c'est très facile. On dit, bah oui, la version d'avant, c'est cette version-là. C'est la version qu'on avait il y a 3 heures. Dans un monde de microservices, c'est bah, la version d'avant de quel composant? C'est lequel qui plante? C'est celui qui plante là, ou c'est celui que lui consomme, ou que lui il consomme? Ces choix-là, on n'a pas à les faire. On arrive en crise et on dit, OK, on commence par dire, c'est quoi le problème? Ah oui, d'accord, bon, bah on rollback. Et on voit si le problème disparaît. Ah, le problème disparaît. Bon, bah maintenant, on cherche quel est le commit qui a introduit le problème. On le reverte, on remet en prod. L'équipe va travailler sur un fixe et à la prochaine déploiement, ce sera corrigé. Ça, c'est un truc quand vous développez, vous ne pensez pas forcément à ça. Quand vous participez à 3 crises par jour pendant le Covid, vous dites heureusement qu'on a ça. D'autres questions dans la salle? Il y a une question là-bas. Alors, essayez de lever la main avant, comme ça j'anticipe les déplacements. Tu as commencé à répondre un tout petit peu à la première question que j'avais, qui est pourquoi uniquement 3 développements par jour? Et tu as dit en fait on fait des validations manuelles avant chaque déploiement. Ouais, alors, oui. On a, donc, avant chaque déploiement, effectivement, l'équipe produit, en général, ils aiment bien aller vérifier sur le staging si ça fonctionne bien comme ils avaient pensé. Même si les tests bout en bout ont été faits et tout ça, une validation sur un vrai environnement, c'est toujours aussi intéressant. Ça ne veut pas dire que toutes les fonctionnalités sont testées comme ça manuellement avant le déploiement. En général, les tests bout en bout sont suffisants. En général aussi, on utilise des feature switch. Donc en fait, si vous développez une fonctionnalité, en général, elle va être mergée dans la branche principale très régulièrement, tous les jours. Petit à petit, vous améliorez les choses, mais ça n'est pas activé chez les utilisateurs. On l'active soit pour certains utilisateurs, soit pour certains pourcentages des utilisateurs, soit on l'active pour tout le monde. Donc ça, c'est une autre façon aussi de valider progressivement des changements. C'est je merge, et puis un jour, je dis OK, j'active en staging, je regarde si tout marche bien, et boum, j'active en prod. On essaie de minimiser ces tests manuels, parce que c'est pas tenable, on sait tous, quoi. Mais ça permet toujours c'est toujours agréable. Donc à chaque fois que vous mergez dans master, donc 80 fois par jour, eh bien on met à jour notre plateforme de staging automatiquement. Donc vous savez que vous mergez, dans les quelques minutes, vous allez pouvoir tester si vous voulez, si le bouton, la couleur, elle rend bien aussi en prod, pas que sur votre poste de dev. Ça répond à la question? Comment vous gérez les multiples merges simultanés? Donc ça, je ne sais pas ce que c'est exactement la question, mais voilà, vraiment tous les développeurs travaillent sur des pull requests, donc ils auront leur branche qui va durer quelques heures à quelques jours. Vraiment, le but, c'est de merger dans la branche maître le plus vite possible. Il n'y a pas de branche qui dure longtemps chez nous, sauf si vraiment vous travaillez sur un truc plutôt pour des raisons d'expérimentation, de test ou autre. Mais vraiment, on va merger le plus souvent dans master et protéger derrière des feature switch. Ce qui peut arriver, en revanche, c'est que là où on n'est pas très fort sur l'intégration continue, c'est que si vous avez, je sais pas, 5 pull requests qui sont toutes vertes et que vous mergez les 5, il y en a peut-être 2 qui vont mal travailler ensemble et qui vont faire un build rouge sur la branche master. Donc ça arrive chez nous, comme à beaucoup d'endroits. Il nous faudrait une merge queue, on n'en a pas. On ne veut pas la développer nous-mêmes, on sait que GitHub, ils vont faire ça, donc on attend. Mais bon. D'habitude, on aime bien recoder nous-mêmes ces trucs-là. Là, on a dit, l'équipe, elle est trop petite, on attend. Ouais. Moi, ma question portait sur la simplicité. Ouais. Qui a la responsabilité de voir qu'il y a une différence entre l'objectif de simplicité et la complexité qui est en place? Ouais. Quand est-ce qu'ils interviennent pour regarder ça? Comment se fait en fait la définition du consensus autour de la simplicité? C'est très très difficile, c'est une très bonne question, on n'a pas de très bonne réponse. Ce qu'on a, c'est que moi j'ai une équipe de 5 personnes qui sont vraiment soit ils sont dans la boîte depuis longtemps, ils connaissent vraiment beaucoup de choses sur la code base, sur le produit et autres, et ils essaient de participer beaucoup à tout ce qui est scoping en amont, on écrit des textes scoping, on écrit pourquoi on va faire ça, comment on pense le faire, etc. Et puis on le fait évoluer en cours de développement. Donc mon équipe, ils essaient de revoir ça pour aider à donner du feedback ou à proposer des solutions plus simples, ou à leur dire, attendez, il y a une autre équipe qui fait ça différemment.
De la même façon, toutes les pull requests sont revues de toute façon dans chaque équipe. Il y a toujours quelqu'un qui revoit dans l'équipe, hein, qui va donner son avis sur la simplicité et tout ça, mais tout ça, c'est pas suffisant. C'est des optimisations locales. On sait que il y a de la non-simplicité, on va appeler ça comme ça, qui passe au travers de la Malufile tous les jours. On vit avec, quoi. On choisit nos combats. On a beaucoup de choses automatisées aussi. On a beaucoup d'analyse statique de code, on utilise beaucoup, dans le monde Ruby, il y a Rubocop qui fait l'analyse statique et détection de patterns buggés ou de choses, de mauvaises pratiques. On a la même chose en JS, on a beaucoup de choses maison aussi. Chaque fois où on a une crise, qu'on repère que quelque chose a cassé la prod, on essaie de trouver le pourquoi, hein, et on essaye de le coder en un automate qui va tourner sur chaque pull request pour chercher si on n'a pas fait la même chose que ce qui avait cassé la prod une fois avant. Donc on appelle ça des gotchas chez nous. Donc tu pousses ta pull request et il y a un petit robot qui dit ça a déjà provoqué une crise, va voir, hein, ne fais pas ça comme ça. Ça a ses limites, hein, mais ça fonctionne pas mal. Ton ordi s'est mis en veste. Ouais, je ne savais pas si c'était moi. S'il y a d'autres questions dans la salle. Oui, bonjour. Bonjour. Votre application est monolithique et il y a énormément de développeurs. Comment vous faites pour gérer les conflits sur les pull requests, etc. Est-ce que les futurs teams ont des périmètres bien définis dont ils vont reconnaître les fichiers, en repo, etc. Alors, les équipes ont un ownership sur des composants et sur chaque fichier. On sait qui est l'équipe qui est owner. Parfois, l'équipe, elle n'existe plus, ça c'est un problème, mais bon, globalement, on va dire qu'on sait quelle équipe est owner. Globalement, ce que tu dis, c'est assez peu un problème, parce que les gens ont tous les droits pour aller toucher tout code qu'ils ont besoin de toucher. Hein. Il se trouve que parfois, oui, ça fait des conflits de merge, mais comme on a un rythme où on merge très très régulièrement, tu fais un rebase, c'est réglé, et puis voilà, quoi. Donc, je ne sais pas qui m'avait posé la question, je suis en train de regarder dans le vide, merci. Et ouais, globalement, ça, c'est pas trop un problème. Ça arrive, on grossit, donc forcément, il y a des problèmes humains, ah, t'as touché à mon code, mais c'est pas comme ça que je veux le faire évoluer. Il y a des gens qui vont se dire ça, et puis après, ils vont collaborer, d'autres qui vont dire, oh, mais c'est nul, je veux pas en entendre parler. Ça, c'est humain, c'est comme ça, dans toutes les boîtes, dans tous les softs. Mais globalement, le monolithe ne se met pas vraiment au travers du chemin, au contraire, c'est plutôt... regardez, il y a des petites barrières toutes légères entre chaque composant. Vous pouvez aller dans le composant du voisin très facilement. Il n'y a pas un énorme mur. Hein. Donc si vous voulez changer des choses, allez-y, quoi. Donc ouais. En fait, c'est pour rebondir un peu sur la remarque de votre ouais. prédécesseur. Le cas pratique qui peut piquer un peu par expérience, c'est, tu as parlé d'un gros refactoring qui peut aller sur toute la code base. Ouais. Et tu peux avoir une branche qui fait ce magnifique refactoring et quelqu'un qui a travaillé en parallèle sur une vieille version. Ouais. Et là, ça peut, ouais. Ça peut faire du mal. Donc, voilà, en général, la responsabilité, c'est celui qui fait le gros refactoring, c'est lui qui va devoir faire le boulot, donc il va attendre que les autres pull request mergent et lui, il va merger. En général, il peut essayer d'aller merger un peu plus tard le soir, un peu plus tôt le matin, et puis il va envoyer des messages. Attention, j'ai fait ce gros refactoring si vous voulez, je suis là pour vous aider. Ça marche pas trop mal. Mais ça arrive, le sujet arrive régulièrement, mais c'est pas incroyablement compliqué à gérer. J'arrive pas à réactiver mon écran. Bonjour. Ma question est, comment vous arrivez à lancer certains tests end-to-end selon le commit Ouais, d'accord, c'est la première, c'est ça. Ça, c'était une bonne question. En fait, donc jusque-là, on s'était dit simplicité, pragmatisme, on veut pas se poser ces questions, on ne connaît pas la réponse, donc on lance tous les tests, tout le temps. Et puis est arrivé le grand argentier, celui qui gère l'argent de notre intégration continue, qui nous a dit ça coûte un peu cher quand même votre stratégie. Ouais, mais c'est simple. Bon, d'accord, je reviendrai vous dire dans 6 mois que ça coûte un peu cher. Et puis un jour, il a fallu quand même se rendre compte qu'effectivement ça coûtait cher et en plus ça mettait à mal notre infrastructure d'intégration continue. Et puis ça pouvait aussi rallonger la durée des tests, ce qui n'est pas agréable pour les développeurs. Et donc on a regardé plusieurs façons de faire. Comme on est en train de modulariser notre code base, on pouvait s'appuyer sur les modules, mais c'était en cours, donc c'était pas très utilisable tel quel. Et donc ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a à chaque fois qu'on merge sur la branche principale,
on instrumente le back et le front hein, pour regarder la couverture du code par les tests. Donc en fait, on sait ensuite que ce test-là, il est passé à travers tous ces fichiers-là, front et back. Et donc quand tu fais toi une pull request, on utilise la relation inverse pour déduire que si tu changes ce fichier-là, a priori, c'est ces tests-là qui doivent être relancés. Il y a des choses qui peuvent passer un peu au travers les mailles du filet, mais assez peu. Hein. Et donc, on utilise ce système-là. Et donc maintenant, quand quelqu'un fait un changement normal, sur une fonctionnalité normale, on lance une centaine de tests, voire 200 tests, mais plus 40 000. Et on lance quand même tous les tests rapides, les tests unitaires et autres, JS, on les lance tous, mais les tests end-to-end, on les lance que en utilisant ces données de couverture de code par les tests. Donc c'est un peu trop high-tech, hein, c'est pas très low-tech, hein, mais c'était un bon équilibre pour nous. Je dis surtout que l'avantage, c'est que ça n'impacte pas du tout les devs. Une fois qu'on a rajouté ces fonctionnalités-là dans la CI, hein, les devs, ils n'y pensent pas. Ils ne sont pas là à donner des dépendances entre le code et les tests, ils ne sont pas là à penser à ça, ils ne sont pas là en train de se dire « Oh là là, moi, il faut que je renseigne bien certains trucs ». Ils n'y pensent pas, donc le coût, en fait, sur le long terme, pour eux, il est zéro. Hein. Ça a coûté juste à créer la fonctionnalité, et ça, pour nous, c'est assez intéressant. C'est un bon équilibre. Hein. Parce que dès que vous mettez une fonctionnalité et que vous dites, à partir de ce moment, tous les développeurs vont devoir y penser 1 minute par jour, vous avez perdu, hein, parce qu'ils ne vont pas y penser. Ouais. Tu parlais de merger avec une fonctionnalité qui n'était pas encore complètement finie. Ouais. Ouais. Du coup, comment vous définissez le scope d'une merge request et comment vous la testez au final? Comment on définit le scope de D'une merge request? Ouais. Une pull request. Ouais. Comment vous la testez avant de la merger? Et alors, comment on la teste? En priorité avec des tests automatisés. Comment on définit le scope? Ça dépend vraiment des équipes, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent découper en petits morceaux ou mettre des gros morceaux en prod. Ils font un peu ce qu'ils veulent. On leur montre juste que s'ils font en petits morceaux, ça se passera mieux, mais bon, ils sont maîtres. Ce qui peut arriver parfois, c'est qu'effectivement, tu fais des changements dans la codebase qui sont protégés par un feature switch, mais qui vont en fait, parce que tu l'as mal fait, vont introduire une régression en prod. Ça, en général, on le voit très vite. Comme c'est 3 fois par jour qu'on met en prod, il y a une régression, on identifie le commit, on le revert et puis on avance. C'est assez peu un problème, en fait. Enfin, je dis c'est assez peu un problème, il y a le assez peu, c'est que finalement, les gens se disent « Ah oui, mais regarde, on met de la mauvaise qualité, on a mis en prod un truc qui casse tout. » Chez nous, c'est réglé en 1 minute. Est-ce que vraiment c'est un problème, quoi? C'est l'informatique. Ça arrive, quoi. T'as beau avoir fait tous tes tests, t'as beau avoir testé même éventuellement manuellement, tout ça. Tu sais que de toute façon, les bugs, ça arrive. Hein. Si on savait résoudre tous les bugs, ça serait bien. Donc on a juste des mécanismes efficaces pour enlever les bugs de la prod. On a des déploiements aussi progressifs. On dit voilà, on active la fonctionnalité sur 1% des utilisateurs. Hein. On voudrait faire plus tard du Canary Release où on dit vraiment on a plusieurs déploiements en parallèle qui ont lieu sur la prod, mais en fait ça a l'air très compliqué pour un gain marginal pour nous. À notre échelle, plus tard peut-être. Les slides seront dispo, je peux les rendre dispo, oui, je ne sais pas où, on verra ça. Quelle techno pour les tests end-to-end robustes permettant X déploiements par jour? Alors, je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que nos tests end-to-end ne sont pas d'une robustesse incroyable. On utilise Capybara, Selenium dans le monde Ruby. Capybara, je pense que c'est le moins pire des frameworks de tests end-to-end, mais il n'y en a pas d'autres mieux. Mais c'est assez nul. Il y a plusieurs API qui existent, qui cohabitent, qui à une époque avaient du sens, puis qui n'ont plus de sens. Et vous pouvez faire des tests flaky, des tests qui sont parfois rouges, alors qu'ils sont souvent verts, juste parce que vous utilisez une API qui n'est pas terrible et qui a été remplacée par une meilleure API dans Capybara. Donc on a essayé de mettre des Rubocop, on a essayé de mettre des règles automatisées pour interdire les API qui sont flaky. On s'est demandé s'il ne fallait pas réécrire un Capybara ou une surcouche ou autre. Bon, on ne le fait pas. C'est un vrai problème encore en suspens, les tests qui ne sont pas suffisamment robustes chez nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Merci pour la présentation. CAPYBAR1. Pardon. Pas de souci. Moi j'ai une petite question sur la drawing architecture.
on peut toujours expliquer aux nouveaux comment ça fonctionne, pourquoi on fait ça comme ça. Ouais. Et j'ai la question par rapport aux développeurs, est-ce qu'à force d'être en bonne architecture, est-ce que vous avez un taux de rétention qui est correct? Est-ce que les gens, au bout de quelques mois, années, ils ont pas marre en disant, c'est toujours la même chose, du reste, machin, enfin, Ouais. comment vous gérez ça en fait? On a les deux, mais j'ai envie de dire, bon, la rétention, on la suit le turnover, on le suit beaucoup et on regarde si les gens partent à cause de ça. C'est pas le cas. On arrive à recruter aussi beaucoup de gens qui faisaient pas de Rails avant et donc s'ils restent 3 ans chez nous, super contents de faire du Rails alors qu'ils en ont jamais fait, bah, c'est chouette. Hein. On a un taux de rétention qui est plutôt bon des développeurs. Hein. Maintenant, si tu regardes individuellement, tu vas voir les gens, il y en a certains qui disent oui. J'en ai marre de Rails, je voudrais faire autre chose. Ou t'en as d'autres qui disent ah non, Rails c'était mieux avant, maintenant on fait plus du vrai Rails. Il y a un petit peu tous les cas. On essaie vraiment d'analyser si c'est un problème, et pour l'instant notre analyse c'est que c'est pas un problème pour nous ça. Mais tu vois, quand on a dit ah oui on va arrêter de faire du JavaScript, on va faire du TypeScript, on a senti quand même que globalement les gens disaient ah bah oui quand même enfin. Donc ça voilà. On essaie de se poser des questions, et puis c'est pareil, une fois que tu as dit oh, on va tout passer en TypeScript, tu dis ok, alors nouveau développement d'accord, mais les anciens qui s'y collent. Et donc à une époque on était capable de faire des changements comme ça violents, même du code passé, maintenant ça commence à devenir plus dur. Mais c'est pas dans la catégorie des gros problèmes qu'on a. De la même façon, on a des investisseurs qui nous disent mais est-ce que vous arrivez à recruter des gens qui veulent faire du Ruby? Bah oui. On approche de la fin, Ouais. tu veux prendre... Allez, la première, elle est impeccable, hein, pour finir, je pense. Dans le monde, tout le monde fait du microservice. Pourquoi une application aussi utilisée que la vôtre, elle est partie sur un monolithe? Alors déjà, à l'époque, on est parti sur un monolithe parce que ça semblait répondre à toutes nos problématiques. Et puis à chaque fois qu'on avait des problématiques, on se disait, est-ce qu'on peut vraiment le résoudre avec des microservices? Bah non, donc on n'a pas fait, c'est tout. C'est un peu ça, en fait, notre démarche. C'est on regarde les obstacles, hein, on les analyse froidement et on regarde les avantages et les inconvénients de changer l'architecture. Si les inconvénients sont pires que les avantages, on ne le fait pas. Et donc, pas de microservices chez nous. Vraiment, ça, c'est la chose que je répète, que mon équipe répète, que les gens les plus seniors dans la boîte répètent tous les jours, c'est est-ce que tu as bien pensé à tous les inconvénients? À chaque fois, les gens ils arrivent avec une solution, ils disent « Ah, ça va résoudre ce problème !» Est-ce que tu as pensé aux 72 problèmes que ça va créer? Dans la mise en prod, dans les résolutions de crisis, les merges, le recrutement. Et à chaque fois, en fait, quand on voit la liste, on se dit « Ah ouais, en fait, c'est peut-être un petit truc pas si important que ça. » Merci beaucoup. Si vous voulez m'attraper dans les couloirs pour me poser d'autres questions, je pourrais répondre aux questions auxquelles je n'ai pas répondu.